Good evening. Nice meeting you, sir. Congratulations. Thank you very much. I come here, they told me it would be a good idea if I sign the copies of... Yeah, please, sir, please. Okay, Hi. Hi. Congratulations to you. thanks a lot. Okay, so wow. Where did you get this? Spider? It's from France. I have them made specially for me. That's neat. I like that very much. Uh-huh. I'm glad you like it. Okay. What is good formula for to dedicate? Enjoy your reading. Here, you think it's good? Yes. Here or here? What is best? This Here. would be best. Okay. Thank you. Oh, I remember you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok. C'était une partie de ma vie, ce bouquin. Hein. J'ai travaillé en tout pendant 3 ans peut-être sur ce livre. C'était très obsessionnel par moments. Une fois où je voulais absolument avancer dans ce livre, j'avais un problème de batterie sur mon ordinateur, mais je ne pouvais pas faire autre chose, c'était maladif. Et j'ai passé tout mon voyage en train, dans les toilettes, pour pouvoir profiter de la prise rasoir. J'avais un cours à préparer, j'ai dit, ça fera 100 pages. Bon. Puis au fur et à mesure que je rédige le cours, je vois que dans les différentes sources, c'est pas bien traité, il faut que je refasse ça. Ça aussi, il faut que je le réécrive. Et là, c'est pas bien fait dans les articles, je vais le refaire. Et petit à petit, tu te retrouves à faire tout. Et c'est le livre qui décide pour toi, hein, t'as pas le choix. Tant que le chapitre il est pas bien comme il faut, il y a une petite voix dans ta tête qui dit non, non, il faut que tu t'y remettes. Alors tu continues, non, non, c'est toujours pas bon. Et puis au bout d'années, de jours et de nuits de travail, ça y est, arrive un moment où tu dis, ça arrive, ça y est. Et j'avais bossé sur ce truc-là, certaines fois, du matin au soir. Tiens, la fois où il a fallu le relire en entier pour la première fois, tu vois, pour vérifier la cohérence de notation, l'enchaînement, j'ai profité de vacances. Ma famille est partie en vacances, je suis resté à la maison. Je suis allé au marché. J'ai acheté un bon paquet de légumes. J'ai fait une grande marmite de soupe. Et ça a été ma nourriture pendant 1 semaine. À part le pain, évidemment. Le pain, c'est vital. Mais et du matin au soir, je lisais. Le matin, en me levant, je lisais, je corrigeais. Jusqu'au soir en me couchant. Comme ça pendant 1 semaine. C'est le genre de truc qu'il faut pour mener à bien le truc. Trouver le bon problème, c'est un travail énorme. Évidemment, il y a des tas de problèmes qu'on peut trouver, mais qui sont sans intérêt. Trouver quelle est la bonne question qu'on va se poser, c'est une très grosse partie du boulot. Quand on s'est lancé dedans, d'abord, on n'avait aucune idée que le problème était aussi difficile. Bon, au début, on n'avait aucune idée de quel était le problème. On s'est dit, tiens, on va aller là-dessus. Puis on a cherché, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On ne savait pas trop, puis on a fini par trouver l'énoncé qu'on veut démontrer, après avoir, tu vois, cherché dans les livres de physique, puis se demander quel est le bon énoncé, qu'est-ce qui a un sens, qu'est-ce qui est pertinent. D'abord, ça nous a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'est-ce qui pouvait être pertinent. Et puis, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Une fois qu'on avait une conjecture en tête, on se met à la démontrer. Et puis, on s'est dit, ah bon, ça a l'air facile, on va faire comme ça. Et puis, c'était dur. Une difficulté, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre. Au fur et à mesure, on tombait sur une nouvelle difficulté. Et puis, on trouvait comment les résoudre, à chaque fois avec des nouveaux ingrédients, ou des coups de théâtre, ou des coups de hasard. Et on était bien... Il y a eu une sorte de période d'état de grâce pendant plusieurs mois où chaque difficulté, on trouvait la solution dans un temps raisonnable. Moi à Princeton, Clément était à Paris, on faisait tout par email, par téléphone de temps en temps, et puis on se complétait bien. Et puis le chemin est très important. Et d'ailleurs, il n'y a pas unicité du chemin. Des fois, quelqu'un trouve un raccourci vraiment, vraiment simple, tel que c'est pas un exercice, mais pas très loin. Eh ben, c'est beaucoup moins important. Même si la preuve est beaucoup plus simple, la preuve compliquée, elle est beaucoup plus profonde et riche.
Alors, si en mathématiques, il y a une preuve, un raisonnement qui après peut s'appliquer pour démontrer beaucoup d'autres énoncés, c'est beaucoup mieux que si tu fais quelque chose qui est spécifique pour un problème. Spider is of some glass or is just for luck? Oh, this is secret. Secret? What symbol? What symbol? Yes. This is not very. It's simple. It's like beads or something. It's simple. I have something like 6 of them. I see, yes, I Different noticed. colors, This is different Swarovski? No, no, Swarovski no, no, glass? no, 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 no. Just some blue glass. Yes, 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 yes. What are you working on? Well, I prepare my talk. Oh. Yes. This is what is slides. So about, what is quasi-hyperbolic metric? No. Quasi-hyperbolic metric, well, it is actually, in special cases, hyperbolic metric, but it is, well, let me show you that just to explain you. So this is quasi-hyperbolic metric. If you consider infimum of all. Okay. Il y a l'axiome, la conjecture, le théorème. L'axiome, c'est le principe de base qu'on ne peut ni prouver ni réfuter. Il se peut qu'il y ait des axiomes contradictoires, mais dire qu'un axiome est vrai ou faux, ça n'a pas de sens. On peut accepter un axiome ou pas. Existence de Dieu. On n'a aucun moyen de prouver que Dieu existe ou de prouver qu'il n'existe pas. Donc c'est un axiome. On dit je crois ou je crois pas. On ne peut pas réfuter, ni l'un ni l'autre. Bon. Ça, c'est un axiome. Alors à partir du moment où on accepte l'axiome, il y a des choses qui s'enchaînent logiquement. Une conjecture, c'est un énoncé qu'on pense vrai. On est convaincu que c'est vrai, mais on ne sait pas le prouver. Et puis un théorème, on sait le prouver. Un théorème ou une proposition ou un lemme. Alors, qu'est-ce qui est théorème, qu'est-ce qui est proposition, qu'est-ce qui est lemme, qu'est-ce qui est corollaire? Il y a des discussions là-dessus, c'est une question de goût. Quand c'est important, on l'appelle théorème. C'est tout dans les nuances. Des fois, ça m'est arrivé d'argumenter avec les copains, ça devrait être un lemme, avec les collaborateurs par exemple, ça devrait être un énoncé, ça une proposition, ça un lemme, ainsi de suite, on n'est pas forcément d'accord. Il y a qui c'est qui m'a raconté un jour l'histoire de ces deux collaborateurs qui travaillaient sur un livre et puis ils entrent dans une discussion tellement animée qu'il y en a un qui finit par sortir un revolver. Il s'agissait de savoir si un certain énoncé devait être un lemme ou une proposition. Bon, c'est peut-être une légende, mais ça arrive ce genre de problème. Quand un mathématicien apprécie un résultat, à 80%, c'est la beauté du résultat qui compte pour lui. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? Et ça va dépendre des époques aussi. Les goûts en mathématiques, ça change en fonction des époques. Les preuves qu'on faisait il y a 30 ans, c'est pas les mêmes canons que maintenant. C'est une émotion un peu qu'on ressent, oui, quand on lit l'argument, quand on s'imagine toutes les relations, on doit ressentir un sentiment. C'est un peu, je sais pas moi, on va faire encore dans l'art. On observe un tableau, on va être sensible par exemple aux détails fins, voir si les détails sont bien dessinés, on s'approche de près, et puis on regarde un peu plus loin, on est sensible au fait que les différents éléments s'accordent bien les uns aux autres, qu'il y a une composition d'ensemble, et puis on est sensible au mouvement d'ensemble, s'il y a de la puissance. Tout ça aussi on le retrouve dans une preuve mathématique. Les petits détails, la rigueur, la précision, la façon dont les différentes parties de la preuve communiquent les unes avec les autres, et si ça fait intervenir des façons différentes de faire des mathématiques, par exemple un mariage entre l'analyse et la géométrie, et puis on est sensible au mouvement d'ensemble. On ne veut pas que la preuve s'éternise trop, on veut sentir le mouvement, sentir un élan. Idéalement, mais ça c'est jamais vraiment ça, mais idéalement ressentir en lisant la preuve un peu l'émotion de celui qui l'a fabriquée.
Ça, c'est moche, hein. Ça, là. Ça, c'est trop gros, c'est pas élégant. Là, il y a un espace trop grand entre le grand thème et le petit thème, qui sait pourquoi. Là, le G, il est un peu trop mastoc. Là, le R. Là, nickel. Des formules impeccables. Élégantes. Le T ici, il est bien comme il faut. Le X. Avec les petits... Par exemple, ici, là, voilà, c'est un très beau boulot avec les bons pleins comme il faut. Et les déliés. Un bon exposé, c'est un film que tu déroules un peu, hein. Il faut arriver à maintenir une tension dramatique. Il faut que ça monte progressivement, qu'il y ait une introduction où on se familiarise avec les personnages, enfin les équations, qu'on comprenne quel est le problème, quel est le problème d'ensemble qui sous-tend l'exposé, comment on l'a résolu, quels sont les ingrédients clés qui vont arriver, et puis à la fin, la conclusion. Alors, dans un exposé, il doit y avoir un message ou deux messages. Alors qu'on dit des fois que les réalisateurs, ils détestent dire qu'il y a un message dans leur film. Qu'est-ce que c'est ? Non, j'ai prévu une heure pile. Je sais que je dois énoncer le principal théorème à la demi pétante. Cédric Villani was born in 73 in Brive-la-Gaillarde. After graduating from ENS, he was appointed as a professor in the École Normale Supérieure de Lyon, France, in 2000. Since last year, he is also director of the famous Institut Henri Poincaré in Paris. When I met Cédric 10 years ago, he was already an analyst. Soon he became a probabilist as well. And more recently, he became a geometer too. I wonder when he will become an algebraist. As you know, his main contributions are to Boltzmann equations, to the geometry of the Monge transportation, and to the nonlinear Landau damping. This last topic is the subject of this talk. Cédric. Thank you very much. Is it working? Okay. Thank you very much, Etienne. It is extremely great honor for me to give this speech in front of this assembly. Right now, this is a very intense and emotional moment for me. And I'm thinking mainly of my collaborators and colleagues who have been so crucial in my scientific development over the past years. Now, the story which I will tell you is one that has started long ago and will continue for long. And let's start with the scientific revolution. 1684, Newton publishes the law of universal attraction. So you take two masses, they attract each other with a force proportional to the inverse of the square distance between them. Newton would recover all the Kepler laws and other and explain motion. It's one unifying concept.